aujourd'hui, tu as un bâtiment qui va être neuf, ou est-ce que tu n'auras rien mis sur la table, mais surtout, tout ce que tu as mis, tu vas le récupérer. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On commence encore le projet. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce que je viens de partager? Vous devez d'abord vous construire vous-même pour avoir quelque chose à apporter aux autres. Et une fois que ça, vous l'avez fait, trouvez des gens avec qui vous pouvez travailler parce qu'on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin à plusieurs que tout seul. Ici, on a une chambre, deux chambres, trois chambres. On passe d'un 4,5 à un 5,5. Elle est quand même grande en plus. Et donc ici, ouais, la chambre partait de là. Et tout ce que j'appelle salle de bain aujourd'hui, c'était la chambre. Et là-bas, on avait réalisé que là-bas, c'était une grande salle de bain avec une fenêtre. OK, on en fait une chambre. Mais si on fait une chambre là-bas, il faut une salle de bain quelque part. On est venu intégrer ici. Il y avait un peu de structure à faire ici qu'on a corrigé. Quand je parlais de jacket, vous avez une deuxième chambre ici. Elle a toujours été là. Donc ça n'a pas changé. Et la cuisine, du coup, elle est là. Ça va être exactement la même chose en haut. Les premières acquisitions, autant que faire se peut, faites-les si vous avez la capacité de le faire. Faites-le seul ou avec votre conjoint. Mais ne venez pas ajouter une complexité additionnelle que de gérer les émotions de la personne que vous ne connaissez pas encore. En fait, c'est vraiment un ascenseur émotionnel, hein, une acquisition. Imaginez, vous n'avez pas fini de gérer vos propres émotions et vous devez en plus gérer celles d'une autre personne. Faites vos propres armes. Il n'y a pas meilleur enseignant que le terrain. C'est pour ça que oui, on se parle une fois par semaine dans les ateliers CDI, mais il n'y a rien qui va remplacer la conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Vous pouvez rénover un logement avec 30 000. Vous pouvez rénover un logement avec 25 000. Vous avez un triplex, ça peut vous coûter 75 000 à rénover. Un premier projet, donnez-vous un budget de 100 000. Vous rentrez dedans, vous faites les rénovations, vous faites ce que vous avez à augmenter, vous stabilisez le bâtiment et vous recommencez. Vous allez gagner en confiance. Je n'aime pas dire ça parce que je ne dirais jamais à quelqu'un qui n'est pas capable de. Faites la chose la plus grande que vous pouvez, mais allez-y quand même en état. Je parle du principe que c'est votre rôle de les convaincre de la bonne manière. C'est votre rôle de les convaincre avec des exemples, avec des choses concrètes. Il y en a parmi vous qui ont ramené leur conjointe aujourd'hui. C'est très bien. Ils ne peuvent pas voir Mickaël et se dire que ce n'est pas intéressant d'investir. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas leur rôle de croire en vous. C'est à vous de croire assez en vous pour commencer à faire un peu. Et je donne un exemple. J'ai un couple. La femme ne voulait le mari ne voulait rien entendre. Et ils sont entrés dans OPM, ils sont allés chercher à peu près 200 000 à peu près en marge de crédit. Et elle a dit à son mari, regarde, toi là, ton salaire est de combien? Ça te prend combien d'années pour avoir accès à ce montant-là là? Et là, il a commencé à faire les calculs, avant impôt, après impôt, nombre d'années, 8 ans. Et là, il a dit, j'ai eu ça en 3 mois. Vous pensez qu'après ça, il ne va pas investir avec elle? Il fait le fuck up et on y va. C'est ce qui s'est passé. Donc, des fois, c'est ça. C'est d'arriver à les convaincre à travers ce que vous faites et non à travers ce que vous dites. J'ai des gens dans mon entourage qui ne voulaient pas investir. Puis au bout d'un moment, ils viennent avec toi, ils vont voir tes blogs, ils disent « T'as pas un projet pour moi ?» Donc, à la fin, oui, c'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail, mais c'est ça aussi un couple, right? Il y a des choses qu'elle va voir que tu ne vas pas voir. Et c'est là où c'est intéressant de travailler en équipe. Donc, en fait, il y a deux éléments dans ta question. C'est par quel type de bien commencer et où acheter. Pour moi, je peux que vous partager ce que j'ai fait. J'adore les petits plex. Pourquoi? Parce que je préfère commencer par un petit duplex, un petit triplex, que d'acheter un 7, 8, 15 logements et devoir faire 30 000 de rénovation x 15. Right? Un duplex, 30, 30, 30, c'est réglé. J'adore les petits plex à cause de ça. Deuxième élément aussi, c'est que ce que j'aime dans les petits plex, d'abord, la mise de fonds est plus basse aussi. Hein, on parle de 5 à 10% propriétaire occupant. Et deuxième élément, c'est que on paye tous un loyer. Tant qu'à payer un loyer, je vais le verser à moi-même. Donc, je me dis, si je peux acheter un duplex dans lequel je vais vivre et je vais louer l'autre logement, je vais commencer par ça. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé par un duplex, j'ai habité dans un logement, j'ai rénové, j'ai refinancé et j'ai recommencé. Donc, je vais souvent vous conseiller, autant que faire se peut, si géographiquement votre capacité d'emprunt vous permet d'acheter là où vous habitez, achetez un duplex, un triplex, même un quatreplex s'il faut. Vous habitez dans un logement et vous louez les autres. Pourquoi? La gestion va être beaucoup plus facile.
Tout à l'heure, on parlait de devoir aller éteindre le feu à Shawinigan. Bah, si le bâtiment brûle, vous allez sortir, vous allez brancher le lot et vous allez éteindre le feu vous-même. Vous allez appeler le pompier en réalité. Mais c'est plus simple, right? Collecter des loyers de locataires qui sont juste en haut, c'est plus facile. Faire le gazon, si vous êtes juste en bas, c'est plus facile. Donc, j'aime bien ce setup-là. Maintenant, je vous dirais toujours, achetez le plus que vous pouvez, le plus gros possible. Si vous avez la capacité d'acheter, par exemple, un 4plex, achetez un 4plex. Ce que j'aime pas dans le 5 et plus, où est-ce que je suis exclusivement maintenant, c'est des grosses mises de fonds. Ça demande des capitaux. Donc, je vais plutôt vous conseiller de commencer par des petits plex. Maintenant, en termes de localisation, il y a une phrase qu'on dit, c'est comme le cochon, tout est bon dans le cochon. Le Québec, c'est exactement ça. Peu importe la ville où est-ce que vous allez être, vous devez trouver le bon secteur B, C dans lequel investir. Et je vous donne un exemple. Montréal, c'est forcément bon, parce qu'on a un gros afflux. Si vous êtes sur l'île, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez l'option de faire la location courte durée, qui est très payante. Ensuite, vous allez rive sud, rive nord. Vous allez en Estrie. J'ai commencé en Estrie. Vous allez en Outaouais. Québec. Québec est en train d'être redynamisé. On parle d'un troisième pont, on parle d'un tramway, on parle de beaucoup de projets. Donc, j'aime beaucoup la Mauricie aussi. Ce que j'aime un peu moins dans la Mauricie, c'est que c'est un peu plus pauvre. Et donc, forcément, des locataires un peu plus difficiles. Mais c'est beaucoup plus abordable, par exemple. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse sur où. L'expérience a montré que, de façon générale, le marché immobilier au Québec est très bon. Donc, trouvez une poche où est-ce que votre budget vous permet d'entrer, puis entrez dedans. Concernant un peu les vices cachés, c'est vrai qu'il y a une inspection au début. J'imagine qu'en tant que courtier, tu t'y connais un peu. Parce que je parle du bâtiment, par exemple, le bâtiment du genre. Je regarde un peu, c'est des toits plats pour la majeure partie. Pour le toit, le plus souvent, on lui est recommandé de demander au vendeur, c'est-à-dire l'ancien vendeur, l'ancien propriétaire, pour dire quand est-ce qu'il a fait le souvent aussi, parce qu'il y a une garantie là-dessus. Parce qu'il y a les gars, ils disent qu'ils refont le toit pour un truc de 15 ans. J'ai eu le problème avec, dans le blog dans lequel j'étais, bon, ça c'était mon proprio. Il dit, ben, le gars a vendu le truc, et 5 mois après, on a eu les dégâts. Là, ça ne nous concerne pas au niveau de l'assurance, mais il disait qu'il voulait poursuivre l'autre gars. Parce que ça, honnêtement, son assurance a payé près de 50 000 pour refaire. Parce qu'à un moment donné, on a trouvé de l'amiante, tout ça, c'est complexe. Donc, moi, je crois que c'est des trucs importants aussi. Peut-être qu'il faut peut-être essayer de voir lorsqu'on acquiert un peu de trucs pour éviter de sortir de l'extra. Il y a ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas, dans le sens où je vous conseille systématiquement de faire une inspection quand vous achetez un bâtiment. Le problème, c'est quoi? C'est qu'un inspecteur va vous faire ce qu'on appelle un rapport d'inspection où est-ce qu'il dit « Je t'ai dit, mais je t'ai rien dit, puis ne viens pas me chercher après. » C'est écrit littéralement. Je dégage toute responsabilité en cas de problème et il te fait signer. Ce qui est bien, c'est d'avoir un inspecteur avec qui tu peux avoir une vraie conversation. Il va te faire un rapport où est-ce que légalement, il va se protéger. Mais après, offline, il va te dire « Ça, c'est foqué, ça, c'est foqué, ça, c'est foqué. » Ou il va te dire « Ça, je l'ai mis, mais c'est parce que je suis obligé de le mettre, mais on s'en fout. » C'est pour ça que c'est important de faire une inspection et d'avoir une belle relation avec ton inspecteur. Quand il t'envoie le rapport, tu l'appelles et tu passes à travers avec lui au téléphone. Il y a des choses qu'il ne pourra pas écrire, mais qu'il te dira au téléphone. Deuxièmement, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Ici, quand on a ouvert les murs, on a réalisé que ça avait brûlé. Bah, on le voit encore un peu, je pense. Tu vois? Mais ça, c'est impossible de le savoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est impossible de le savoir. Mais si ça a brûlé comme ça, moi, j'ai le sentiment que le propriétaire qui l'a vendu le savait et que du coup, on aura un recours légal. D'accord? C'est ce qu'on appelle un vice caché. Rendu là, c'est à toi de voir si tu veux mettre l'énergie dedans pour le poursuivre ou pas. C'est ça. La toiture, tu peux demander une facture et c'est ça, en fait, qui te sert de garantie. S'il y a un problème, c'est bien d'avoir une facture, mais tu dois savoir si la garantie est transférable ou pas. Pourquoi vous n'avez pas gardé juste mettre une chambre là-bas? Pour que ce soit une chambre, il faut qu'il y ait une fenêtre. Donc, on ne pouvait pas avoir 3 chambres là-bas. Pour que ce soit une vraie chambre, il faut qu'il y ait une fenêtre. Et du coup, là, on a fait... Là-bas, ça va... ici, du coup, maintenant, c'est une chambre à part entière. Parce que là, on avait une fenêtre. Donc, là... Et en fait, avant, ici, vous aviez la laveuse sécheuse. C'était bien pensé. Ouais. Et du coup, vous gérez l'humidité avec des aspirateurs. Oui. Est-ce qu'il y a une machine à laver? Dans la douche? Dans la douche. Non, pas dans la vaisselle, pardon. Oh, ok. Dans l'ancienne cuisine, oui. Ici, mais c'est sûr que... Je pense pas. Le niveau central ici. Exact. Il y a comme 2 options par exemple ici. Hein. Je pense pas qu'ils en ont prévu, là, Michael. Au milieu ou ici. Moi, comme ici, Ouais. Non, pas de la vaisselle. La vaisselle, je sais pas. Faudrait regarder sur les plans. T'as encore les plans qui t'avaient été faits?
Regarde sur les plans s'il y en avait un. Mais ça me surprendrait. C'est du locatif, hein. C'est du locatif. Le locatif, pour le locatif, il faut laver ces choses. Mais la vaisselle, non. Là, tu es dans du luxe, là. C'est du locatif. 500, vous voyez. Non, c'est du locatif, c'est pas... Et ce qui est cool, c'est que le séjour est quand même grand. Puis on a quand même encore la luminosité. Donc oui, on est allé chercher finalement des chambres additionnelles, mais on a conservé quand même une belle qualité au niveau du séjour. Donc, c'est ça. C'est pas 2 ans, on a commencé, en fait, c'était un achat en fin 2023. Le temps de négocier avec les locataires, on était rendu, je pense, mars, avril 2024. Donc, ça fait 1 an. Là, le but, c'est qu'on finisse les travaux fin avril et que le refinancement, on a 2 choix pour le refinancement. 25. Ah non. Ici en 1 semaine, c'est fini, là. Ici, en 1 semaine, c'est fini. 5 semaines, c'est fini. Parce que le gros du travail, c'est ta plomberie, ton électricité, passer tes câbles, solidifier ta structure. Après, c'est du J-Proc. Tu mets ta feuille. Non. Fin avril, si on n'a pas de délai au niveau des travaux, c'est fini. Et l'idée, c'est qu'on a 2 choix. Soit on refinance fin avril, sans avoir de locataire. Mais du coup, ça veut dire que l'argent rentre plus rapidement. Soit on attend le mois de juin, où est-ce que là, on va avoir les vrais locataires. Parce que le gros des locataires qui payent le gros montant, c'est le 1er juillet. Right? Donc, soit on refinance avant, je pense qu'on va peut-être faire ça, mais on va faire un refinancement en variable, comme ça tu peux solder toutes tes marges. Et après, une fois qu'on a tous les locataires fin juin, 1er juillet, ils rentrent, 1 mois, 2 mois, on relance le refinancement et on fait un deuxième refinancement pour aller chercher une tranche additionnelle. C'est qui? C'est quelle question? Quand c'est un travaux comme ça, est-ce que tu négocies avec la banque un petit frais pour le paiement de ton hypothèque ou pas du tout? Non, tu supportes. Par contre, c'est là où ça peut être intéressant si vous achetez avec 20% de mise de fonds, c'est que quand tu fais un 20% de mise de fonds en fonction de la banque, tu peux payer seulement les intérêts et non le capital. Parce qu'au fur et à mesure que tu rembourses, c'est ce qu'on appelle le produit STEP chez Scotia ou encore une marge hypothécaire chez des jardins. Banque nationale, c'est ce qu'on appelle une tout en un. C'est que chaque mois, quand tu rembourses capital et intérêt, bah, le capital que tu as remboursé, tu le libères automatiquement en marge hypothécaire. Donc, tu peux, avec justement, payer plus ou moins juste les intérêts. D'accord? Mais on n'a pas de... Des locataires. Bah, en fait, indéfiniment, en fait. Même une fois que tu l'as refinancé, tu peux faire ça. Tant que tu as de la marge, une marge hypothécaire, et tu auras une tranche qui est une hypothèque, parce que c'est capital et intérêt, et tu auras une tranche qui est une marge hypothécaire. Tu peux payer que les intérêts si tu veux. For life. J'ai pu prendre tous les risques que j'ai pris. J'étais consultant en informatique, j'ai gagné très bien ma vie. J'ai pu prendre le risque de me lancer et d'arrêter de travailler parce que ma femme avait un certain revenu. Donc, c'est un peu mon plan B, au fait de me dire, si jamais l'entrepreneuriat ne fonctionne pas, bah, mes enfants ne seront pas à la rue parce que ma femme pourra step up et pouvoir continuer à gérer. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Mais c'est vrai que quelque part, j'avais cette sécurité-là de me dire, j'ai un partenaire d'affaires qui aujourd'hui est capable de supporter les dépenses du couple sans moi. Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça, ceux qui sont célibataires, vous pouvez vous échanger vos numéros. C'est vrai. 800 000. Non, mais ça apporte vraiment quelque chose de plus de faire un projet à plusieurs. Et quand je parle de plusieurs, ça peut être un couple d'un point de vue romantique ou un couple qui n'est pas romantique. Le projet que je fais, quand j'ai commencé à faire des multilogements à Sherbrooke, je le faisais avec Christophe, on mettait 1h30 dans la voiture pour aller à Sherbrooke. C'était nos conseils d'administration où est-ce qu'on définissait les stratégies. Ce 1h30-là était extrêmement précieux pour ce qu'on a réussi à accomplir. En 1 an, on a acheté 30 appartements, comme ça. J'ai un partenaire avec lequel j'ai une business aujourd'hui, c'est la même chose. Autant que faire se peut, et c'est pour ça que pour moi c'est important ceci, trouver des gens avec lesquels vous avez les mêmes valeurs, la même ambition, la même mission, la même direction, et apportez-vous mutuellement quelque chose, puis allez-y ensemble. On vient de culture où est-ce qu'on a tendance à nous dire de rester dans notre coin, de ne pas partager. Ce que je fais là, j'ai fait une vidéo sur Internet parce que Philippe est venu, mais c'est un ami d'enfance, il est venu m'interviewer. Et j'ai partagé mes chiffres. Et là, mon frère m'appelle en me disant qu'il a des amis à lui qui l'ont appelé, qui ont vu la vidéo, qui lui ont dit 2 choses. On ne savait pas que ton frère, il borlait comme ça, qu'il était lourd. Mais deuxièmement, je pense que ton frère est suicidaire.
C'est un suicide de faire ce qu'il a fait là. Tu partages jamais tes chiffres. Parce que culturellement, les gens, c'est pas normal de faire ça. Moi, je suis très confortable de le faire. Pourquoi? Parce que, déjà, quand je parle de chiffres, je peux vous montrer ce que c'est. La plupart des gens, en général, vous racontent des histoires, ils ne peuvent pas le montrer. Quand je parle de Michael, vous voyez Michael sur toutes mes vidéos, là, il est là. Et puis, on est dans son bâtiment. Attends, je vérifie qu'il est vrai. Ouais. Right? Premier point. Deuxième point, c'est que ça va attirer à vous des gens qui veulent faire la même chose. Et quand vous êtes en mesure de vous associer avec des gens qui veulent faire la même chose, c'est puissant, en fait. Est-ce que, parce que j'ai une petite idée de la réponse, mais c'est pour mieux comprendre, parce que généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller près de banque pour avoir ta mise de fonds, pour lancer le processus. Mais si tu as la possibilité d'avoir de l'argent, du cash, je prends un exemple, assez facile en Afrique, c'est que tu as généralement un homme qui se débrouille bien, tu vas dire, donc j'ai tel projet, j'ai besoin de tel nombre bon, je ne vais pas aller en dollars, de telle centaine de milliers de dollars, qui dit, ok, je te fais confiance. Entre ça, et plutôt dit non, je vais laisser son argent, je vais aller prendre l'argent de la banque pour investir. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu prends l'argent de l'oncle, tu déposes dans le compte bancaire. Tu vas voir la banque, tu dis, hey, regarde, j'ai de l'argent, hein. Tu reprends l'argent de la banque, et maintenant tu déploies. Et ce que je vais même t'encourager à faire, quand tu finis le projet, tu renvoies l'argent à l'oncle et tu lui dis que tu lui donnes un petit bonus en plus. Il va te dire non, envoie-moi juste le bonus, garde mon argent. Et il va te dire qu'il a 2-3 amis qui veulent faire la même chose. Là, en fait, est-ce qu'on est d'accord qu'ici, ce projet aurait été terminé beaucoup plus rapidement si Michael avait accès à l'argent de son oncle? La réalité, c'est que ça traîne parce qu'il n'a pas l'argent. Hein. C'est pas qu'il n'a pas l'argent, mais c'est que les travaux ont pris plus que prévu. On a ouvert les murs, on a trouvé que ça avait brûlé. Il y a un feu qui avait été caché par le vendeur. Il y a eu des dépassements de coûts. Mais il aurait eu le cash, il aurait fini le projet depuis longtemps. Donc, ça aurait été un projet de 6 mois maximum. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous n'aurez jamais assez d'argent. Premier point. Mais maintenant, si vous avez de l'argent, vous faites un projet, les gens autour de vous voient que c'est payant, il n'y a personne qui ne va pas vouloir vous redonner de l'argent pour recommencer. Donc, tu vas prendre l'argent de ton oncle, tu le poses, tu vas chercher plus d'argent auprès de la banque et tu déploies. Et si tu as de quoi faire 2 projets, tu fais 2 projets. Tu peux faire 3 projets, tu fais 3 projets. Au fait, ce que tu fais, c'est que tu sécurises la matière première. En fait, le nerf de la guerre, c'est avoir accès à de l'argent. Est-ce qu'on est d'accord qu'après ce que je vous ai montré aujourd'hui, si vous n'aviez pas vu ça, pour certains, vous allez vous dire, oh, bon, j'ai 100 000. Pourquoi j'irai chercher de l'argent à la banque? J'ai mon 100 000, je vais acheter ma mise de fonds. Je vais faire ma mise de fonds, je fais mon projet. Ouais, mais une fois que tu as acheté le bâtiment, tu dois gérer les locataires, tu dois gérer les rénovations, tu dois payer pendant que le bâtiment est vide. Tu dois derrière aussi pouvoir payer tes dépenses courantes. Donc, allez chercher le plus d'argent avant d'acheter, parce que le jour où est-ce que vous avez acheté, ben là, maintenant, vos ratios ne sont plus les mêmes. Right? Donc là, maintenant, il faut attendre un peu, retravailler. Parce que ce qui va l'aider aussi, c'est qu'une fois qu'on a reloué ici, pourquoi je parle d'acheter 2 autres propriétés? Ce bâtiment, une fois qu'on a fini de le refinancer, ça n'a aucun impact sur sa capacité d'emprunt. Parce que maintenant, on a des loyers qui viennent offset la dette. Donc, sa capacité d'emprunt redevient celle qu'il avait avant même d'acheter ce bâtiment-là. C'est ça le but aussi derrière. Right? Donc, vous voyez qu'on va aller chercher un maximum de marge. On va pas les utiliser, donc ça n'a pas d'impact sur la capacité d'emprunt. On va acheter une propriété au plein potentiel de sa capacité. Là, une fois qu'on a fait ça, on n'est plus trop éligible à d'autres produits. On optimise le bâtiment. On l'amène à un niveau où est-ce qu'il se paye tout seul et dégage un peu plus, mais surtout, où est-ce qu'il n'impacte plus sa capacité d'emprunt. Et on rachète encore. Et ça, si c'est des cycles de 3 ans, de 2 ans, peu importe. Vous faites ça pendant 10 ans. Life is good. Électricité, plomberie, vous faites ça toujours avec des gens qui ont des cartes. Parce que sinon, le jour où est-ce qu'il y a un incident, les assurances vont vous dire qu'ils ne vont pas vous rembourser. Électricité, plomberie, ça, je ne joue pas avec. All right? Merci tout le monde.